Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans le sommaire de cette édition, le directeur des associations membres Afrique de la FIFA a été reçu par le chef de l'État Patrice Talon. Les deux personnalités ont échangé sur l'évolution des projets de développement de football mis en œuvre par la fêtière du football mondial au Bénin. Ensuite, les acteurs du projet Varua entendent valorisation des résultats de recherche et de l'innovation en Afrique de l'Ouest sont en atelier ici à Cotonou. Les travaux visent à capitaliser les acquis de ce projet porté par l'agence universitaire de la francophonie soutenue par l'Union européenne. Et puis enfin, la phase nationale des Jeux universitaires démarre officiellement du 9 au 14 décembre à Djougou dans le département de la Donga. En prélude à cette retrouvaille entre athlètes, le directeur général de l'Office béninois des sports scolaires universitaires accompagné de ses homologues des directions départementales des sports ont effectué le tirage au sort qui permet aux universités participantes d'être fixées. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez en séjour au Bénin dans le cadre de la célébration de l'édition 2024 de la journée mondiale du coton. Gelson Fernandez, accompagné du secrétaire général de la Confédération africaine de football, est allé faire ses civilités au chef de l'État Patrice Talon. Il a saisi l'occasion pour discuter avec lui de l'évolution des projets de développement de football mis en œuvre par la fêtière du football mondial au Bénin. Je vous invite ici à suivre les propos du directeur des associations membres Afrique de la FIFA et le ministre béninois des Sports à leur sortie d'audience. L'essentiel, c'est qu'il fallait continuer à travailler sur cette lignée que l'on a. La Confédération africaine de football est pleinement engagée parce que le secrétaire général était à mon poste auparavant et nous continuons sur le même chemin avec le président de la fédération et le gouvernement pour avancer et donner de vraies chances et de vraies opportunités à la jeunesse béninoise. Nous avons abordé le développement du football en général et tous les projets sur lesquels la FIFA nous accompagne aujourd'hui, à savoir le centre de perfectionnement de Missirete, de Ndali, des jeunes filles de Lokossa qui est un projet et qui va être construit bientôt, à travers le coach talent qui est un programme de la FIFA qui nous a mis à disposition des coachs talents qui encadrent nos enfants, nos potentiels, et également le projet Forward qui permet aujourd'hui d'avoir quelques infrastructures. Et donc globalement, il y a ces projets qui sont déjà en implémentation et d'autres à venir dans le cadre de certains partenariats avec des acteurs internationaux. Il est envisagé également d'autres projets dans le cadre du développement du football. Nous sommes très heureux et très, très fiers de faire cette route avec la FIFA et de toujours continuer à mériter la confiance et de rester dans la dynamique qu'il faut pour le développement. Et puis ensuite, nous restons toujours au Palais de la Marinare en marge de la célébration à Cotonou de la journée mondiale du coton. Le président Patrice Talon a reçu ce lundi la directrice de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, qui est allée féliciter le chef de l'État pour l'organisation de cette journée et a saisi aussi l'occasion pour féliciter le Bénin pour les efforts consentis dans la valorisation de l'or blanc. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos à la fin de l'audience. Je dois saluer Monsieur le Président Talon, Madame le ministre du Commerce et de l'Industrie et toute l'équipe béninoise pour le bon travail qui est fait pour soutenir le secteur cotonnier au Bénin. Nous faisons partie d'un partenariat pour le coton pour soutenir le pays de C4, les pays de Tchad, Burkina Faso, Mali, Bénin et plus Côte d'Ivoire qui travaillent à valoriser le coton. Et ce que nous voulons, c'est de transformer le coton ici sur place pour créer plus d'emplois pour les jeunes et d'avoir accès au marché africain et à l'extérieur. C'est extraordinaire d'avoir le choix de Bénin, c'est parce que l'économie marche au Bénin. On apprécie le travail qui est fait sur le coton au Bénin. Donc Bénin est en avance.
À l'ère de l'information numérique, nous avons tous accès donc à une quantité sans précédent de contenu en ligne. Mais avec cette abondance de sources, il devient difficile de distinguer les vraies informations des fausses. Et pourtant, elles sont bien entendu diffusées tous les jours sur différentes plateformes. Elles sont dans notre quotidien et influent négativement, malheureusement, sur les opinions des populations. Dans ce reportage que nous vous proposons, des experts en parlent et proposent aussi des astuces pour faire la différence entre les vraies informations et les fausses. Voici le reportage. Ici, on a fabriqué un truc qui a été attribué au porte-parole du gouvernement. Les fake news ou fausses nouvelles ont pris une telle ampleur qu'elles envahissent aujourd'hui les espaces de communication, les plateformes d'information en ligne et même dans les tribunes de discussion quotidiennes. Maurice Tantan, journaliste web, en dénombre chaque jour qu'il parcourt les réseaux sociaux surtout. Les fake news, les fausses nouvelles prennent une ampleur très grande à cause de l'explosion des réseaux sociaux, des technologies de l'information et de la communication qui font que l'information circule à une extrême vitesse. Avant qu'une rumeur ne passe d'une oreille à une autre, il fallait un certain nombre de temps. Aujourd'hui, il faut balancer une fake news sur une application de messagerie instantanée comme WhatsApp. En une fraction de seconde, ça a parcouru la terre entière. Les fake news peuvent prendre diverses formes selon les objectifs que poursuivent leurs auteurs. Elles sont utilisées soit pour déformer une information vraie, soit pour détourner l'attention de l'opinion, soit pour porter atteinte à la réputation d'une personne morale ou physique. Dans la société contemporaine, les fake news prennent donc des formes variées. Les fake news peuvent être du test, donc ça peut être du contenu éditorial. Donc il y a des gens qui peuvent écrire tout un article pour tromper la vigilance du public. Il y a de la manipulation par des vidéos. Aujourd'hui, avec les outils d'intelligence artificielle, il est capable de faire dire à une personne ce qu'il n'a jamais dit. L'impact des fake news est global. Elle ne touche pas uniquement les individus ou les petites communautés, mais influence d'autres domaines comme celui de la politique et sur tout autre plan. Il y a des périodes qui sont propices aux fake news. Période de pandémie, par exemple, il y a beaucoup d'idées reçues, de théories de complot qui circulent. Période électorale aussi, il y a beaucoup de fake news qui circulent parce que les partis politiques, les acteurs politiques qui sont en compétition vont user de tous les moyens pour mettre en difficulté leurs adversaires sur le champ politique. Les déconvenues occasionnées par les fake news sur divers plans ont conduit à la création d'une branche d'études introduite dans les disciplines enseignées dans certains centres de formation. Il s'agit du fact-checking. C'est un agrégat de méthodes qui concourt à la vérification de l'authenticité et de la véracité de toute information qui laisse des doutes dans l'esprit des lecteurs ou de l'opinion en général. Une discipline qui s'impose de plus en plus pour ceux qui décident de faire confiance notamment aux réseaux sociaux pour s'informer. Olivier Ribouis, expert du fact-checking, est capable de reconnaître et de détecter en un laps de temps des contenus trompeurs. Les premières choses à faire, c'est d'abord d'identifier l'information supposée être fausse. Identifier la source de l'information qui est supposée être fausse et relancer cette source pour savoir quels sont les éléments sur lesquels cette source se fonde pour faire cette affirmation ou cette déclaration-là. Il y a ce que nous appelons l'analyse du niveau d'erreur, donc qui permet de voir quand une image est manipulée, ça laisse des traces. Et les techniciens vous parleront de pixelisation, et donc vous pourrez voir qu'il y a des degrés, il y a des différences de pixelisation. Parce que surtout quand vous associez plusieurs images, c'est généralement pas avec le même type d'appareil que les images sont faites. Donc quand vous les associez, il y a des différences de degrés de pixelisation sur lesquels vous pouvez tomber. Comment peut-on vérifier une fiabilité des sources avant de les partager?
Face à cette interrogation, l'expert en fact-checking répond en donnant des astuces. Ça, c'est une très très bonne question. La question de la fiabilité des sources, c'est une question primordiale parce que c'est elle qui nous permet, si tout le monde pouvait vraiment prendre le temps de s'interroger sur les sources, on éviterait un certain nombre d'infos que nous relayons. Face à cette montée inquiétante des fake news, plusieurs moyens de lutte ont été mis en place pour contrer ce fléau qui menace la confiance de la société actuelle. 1. Éduquer. Il faut éduquer les gens à comprendre qu'il n'est pas bon de dire ce qui n'est pas vrai. Il faut éduquer les gens à comprendre qu'on ne dit que ce qu'on connaît, ce dont on est sûr, ce qu'on peut justifier, ce qu'on peut après exhiber. Donc des certitudes d'information. En science, on vous parlerait de données probantes. Il faut que la donnée soit probante, qu'elle soit véridique, qu'elle soit justifiable, qu'elle soit vérifiable par autrui. Quand on a toute cette panoplie d'informations et qu'on se retrouve en train de verser dans une posture de transmission d'informations erronées à autrui, on peut être passible de dispositions légales. Il devient essentiel de renforcer l'éducation aux médias, d'encourager l'esprit critique et de développer des technologies capables de détecter et limiter la diffusion des fake news. Achevée il y a quelques mois, la corniche est de Cotonou attise déjà la curiosité, se changer de l'air, les idées aussi, faire une séance photo, discuter entre amis ou amoureux. Les raisons qui poussent les Cotonois à arpenter cette infrastructure routière sont multiples et variées. Nous sommes descendus justement sur la corniche et voit l'ambiance. Et voici le reportage. Le Bénin est un très bel endroit à visiter. Il y a plein d'endroits touristiques. La corniche est de Cotonou. Cette imposante infrastructure de 2,3 km située dans le 3e arrondissement au quartier Akpakpa est fin prête. Après de longs travaux d'aménagement et de bitumage, cette belle infrastructure part de l'ancien pont devant l'immeuble Saint-Charbel et longe la lagune, puis la plage jusqu'à l'hôtel PLM Aledjo. Ce chef-d'œuvre réalisé par le ministère des Infrastructures et des Transports est constitué d'une piste cyclable, d'une chaussée, de zones de plaisance et des aménagements paysagers. Tout ceci pour assurer l'embellissement de la berge lagunaire. Cet ouvrage d'envergure, bien que pas encore ouvert à la circulation, retient déjà l'attention de bon nombre de riverains. Le Bénin est un très bel endroit à visiter. Il y a plein d'endroits touristiques. Beaucoup de beaux endroits et puis c'est un pays en perpétuel développement. Donc je voulais voir ça de mes propres yeux. Jeunes, commerçants, pêcheurs et bien d'autres y viennent pour diverses raisons. Je suis venu me distraire. Comme je fais rien à la maison, j'ai décidé de venir ici avec mon ami. C'est la deuxième, troisième fois que je viens ici, là. Si on est ici là, juste to cash my phone, juste prendre de l'air me distraire. La route est très bien faite, elle est jolie. C'est pourquoi nous venons ici prendre des photos. Nous venons aussi prendre de l'air frais pour nous détendre. Si certains y viennent pour y passer du temps et profiter du cadre apaisant pour se détendre, d'autres y viennent aussi pour des activités d'ordre professionnel. Je suis venue ici pour gérer des photos et surtout pour valoriser ma tenue parce que je suis une styliste.
Oui, ils ont trouvé des clients beaucoup même. Je vais chercher une autre encore. Souvent, on a vu des personnes qui venaient ici, ils font de très jolies photos. Parce que c'est un lieu qui ressemble un peu à Paris, je vais dire. Pour beaucoup, il s'agit d'un pari réussi par le gouvernement. Et pour d'autres, il va falloir prendre des dispositions pour que cet investissement ne se dégrade du fait de l'action humaine, comme c'est le cas avec plusieurs autres infrastructures érigées à grands frais dans le pays. Il y a eu beaucoup de développement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de points positifs, mais il y a aussi quelques trucs encore à améliorer. D'abord, on va voir l'entretien. C'est un très bel endroit. La route a été bien faite, elle est droite et c'est très beau. C'est un très beau paysage. Ils ont bien choisi l'endroit, ça a été très bien aménagé. Le seul problème que je dirais, c'est les gens qui viennent ici pour prendre des photos et autres. Ils viennent pour prendre des photos, pour mettre l'endroit en valeur, mais on ne les sensibilise pas encore assez sur le fait de garder cet endroit propre. Et en dehors de ça, il y a aussi les locaux. Il y a les locaux qui viennent, qui restent ici. Vous venez en journée et puis vous voyez quelques trucs qui ne vous donnent pas envie de revenir. Vous voyez des gens fumer, des déchets déposés n'importe comment ou bien plein de petits trucs comme ça qui font que ça détériore la beauté de l'endroit. En attendant sa mise en service, la corniche est de Cotonou se positionne comme l'une des attractions de la capitale économique du Bénin. Et dans la suite de cette édition, le ministère de l'économie et des finances s'adapte aux réalités actuelles de la conservation des données dans l'administration publique. Les cadres s'outillent à un meilleur archivage des documents de plus en plus numériques. La session s'est tenue ce mardi à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, à la 10e édition de leur journée des archives. Ils y ont débattu des enjeux de la digitalisation et des règles déontologiques y afférentes dans ce domaine. Compte rendu. Des obligations nouvelles générées par le tout numérique, ou presque, dans l'administration des finances au Bénin, préoccupent à ce conclave. C'est la journée des archives 2024 du ministère de l'économie et des finances, la 10e édition depuis l'instauration de cette date en 2007. L'évidence est là. La paperasse a de moins en moins de place devant la courbe montante de données numériques. Les procédés et la sécurité des archives s'illustrent alors comme une problématique de taille. L'archiviste est d'abord garant du respect des modalités d'archivage et des délais de conservation permettant à toute organisation d'être en conformité avec la législation. Bien qu'offrant de nouvelles opportunités comme l'autonomisation des tâches archiviques et la valorisation des archives, le numérique soulève également des préoccupations éthiques et déontologiques qui demandent des réflexions sur les valeurs, les règles et les principes archiviques face aux changements qu'ils suscitent. L'accent est mis sur la déontologie et l'éthique attendue des professionnels à la lumière des enjeux, défis actuels et perspectives. Les experts associés vont sensibiliser les cadres, eux-mêmes bien attendus pour des partages d'expériences et échanges autour des réalités de terrain. Nous ne sommes pas sur de la technique, nous sommes plutôt sur du savoir-être, sur les bonnes pratiques en termes de... C'est pour ça qu'on est sur l'éthique. Nous sommes rentrés dans une autre ère. Avant, c'était très simple de dire qu'on a des documents, des archives qui sont dans une pièce et cette pièce est scellée, c'est un bon lieu, c'est aux archives nationales. Aujourd'hui, vous allez avoir des archives qui sont quelque part que vous et moi ne savons pas. C'est peut-être dans un data center quelque part et c'est sous forme numérique. Et on a des archives d'État, on a des archives pour chaque type de situation. Il faut pouvoir les conserver correctement et avec éthique. La direction des systèmes d'information du ministère de l'économie et des finances à la manœuvre de cette formation prévoit une restitution à l'issue des travaux en atelier. Et puis je vous l'annonçais en titre, les acteurs du projet Variwa, entendez, valorisation des résultats de recherche et de l'innovation en Afrique de l'Ouest, sont en atelier ici à Cotonou. Les travaux visent à capitaliser les acquis de ce projet porté par l'Agence universitaire de la francophonie, soutenue par l'Union européenne et mis en œuvre en partenariat avec des structures sous-régionales opérant dans le secteur de la recherche et de l'innovation. Voici les images.
Lancé en juin 2021, le projet Variwa est en phase de capitalisation. Cet atelier intervient après celui de Dakar, tenu du 19 au 20 avril dernier, et qui a réuni une dizaine de pays autour de l'élaboration d'une feuille de route pour la redynamisation de la recherche et de l'innovation en Afrique de l'Ouest. Après 3 ans et plus de mise en œuvre du projet, nous approchons vers la fin de cette belle initiative sous-régionale. Et il est important que les acteurs se rencontrent dans un atelier technique pour évaluer et mettre ensemble les différents résultats obtenus, afin que l'on puisse évaluer quels sont les acquis. Les attentes à cette occasion sont claires et élevées. On s'attend à ce que les bonnes leçons qui ont été apprises durant tout cet exercice soient partagées, non seulement avec les pays partenaires du projet, mais au-delà aussi des autres pays comme la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui est présente dans le cadre de ces activités, afin que nous puissions bâtir encore plus des systèmes d'innovation beaucoup plus performants et durables pour l'Afrique de l'Ouest. Cette expérience que vous avez accumulée ces dernières années dans cet espace de valorisation des résultats de la recherche dans ces 4 pays doit aller au-delà. L'esquisse d'un plan d'action afin que Variwa, ce patrimoine de contacts, relations, puisse donner vie à un plan d'action pour doter toute la région de l'Afrique de l'Ouest des systèmes de valorisation des résultats de la recherche qui soient efficaces. En 3 années et plus, le projet Variwa, c'est 14 projets financés pour environ 1,9 milliard de francs CFA dans le cadre de la formation des acteurs de la recherche et de l'innovation et la mise en place de dispositifs d'accompagnement et la promotion du réseautage dans les 4 pays cibles que sont le Togo, le Sénégal, le Burkina Faso et le Bénin. Tous ces acquis résonnent bien avec les aspirations et les priorités du Bénin et sont en parfaite harmonie avec les objectifs de développement durable ODD des Nations Unies et le programme d'action du gouvernement PAG. Au Bénin, nous avons la ferme conviction que la science, la recherche, la technologie et l'innovation, STI, ne sont pas seulement des instruments pour comprendre le monde. Les grands axes de cet atelier, dont les travaux s'achèvent jeudi 10 octobre 2024, sont la présentation du document d'évaluation du projet, la présentation des projets financés et l'élaboration d'un document de capitalisation et d'un plaidoyer. On parle à présent d'infrastructures sanitaires, l'accès à des soins de santé publique et de qualité, bientôt une réalité dans la ville de Savè. L'hôpital de zone de la ville sera bientôt inauguré avant la fin de cette année 2024. En visite, le ministre de la Santé, professeur Benjamin Rumpati, a annoncé l'imminence de l'inauguration de cette infrastructure sanitaire dans cette localité au regard de l'état d'avancement des travaux de construction. Récit de cette visite dans ce compte-rendu. Voici à quoi ressemble l'hôpital de zone de Savè. En visite sur les lieux, la délégation conduite par le ministre de la Santé a pu noter avec satisfaction le niveau d'avancement des travaux de construction et d'équipement de cette infrastructure moderne qui fait déjà la fierté et le bonheur des populations du département des Collines. Le chef du département de la Santé, professeur Benjamin Rumpati, a d'ailleurs eu à cette occasion une séance de travail avec l'équipe dirigeante de l'hôpital en présence du maire de la commune de Savè, Denis Obachabi. Au cours des échanges, le maire de la commune de Savè a félicité le gouvernement pour avoir réussi à conduire jusqu'à son terme les travaux en dépit des nombreuses difficultés qui ont jalonné tout le processus. À l'issue de la séance de travail, l'autorité ministérielle et sa délégation ont visité les grands services de l'hôpital pour apprécier de visu le niveau d'installation des équipements, la centrale des fluides, le service d'imagerie, les urgences, la buanderie, le service de gynécologie. Les hospitalisations ont été parcourues. À chaque étape, des directives ont été données
pour accélérer les derniers travaux afin que tout soit finalisé avant la date prévue pour l'inauguration. Et on finira cette édition par le sport. La phase nationale des Jeux universitaires démarre officiellement du 9 au 14 décembre à Djougou, dans le département de la Dongar. En prélude à cette retrouvaille des athlètes, le directeur général de l'Office béninois des sports scolaires et universitaires, accompagné de ses homologues des directions départementales des sports, ont effectué le tirage au sort qui permet aux universités participantes d'être fixées dans cette compétition. Voici le compte-rendu. On a EST, Lokosa et EFES, Sapienza de parcours. La poule B est composée de l'UATN Gaza Formation de Cotonou, des AE de Cotonou et de CU Adjara. Voilà le verdict du tirage au sort des Jeux universitaires du Bénin version football hommes et dames. Football dames, poule unique puisqu'il y a 4 équipes, Igib Africa, Ingeps, Flash UP et FLAC. Un tirage au sort qui prend en compte aussi d'autres disciplines, notamment le handball masculin et féminin, le basketball hommes et dames, le volleyball masculin et féminin et l'athlétisme. Bénéficiaire de la 11e édition des JUB, le directeur départemental des sports de la Donga rassure de la bonne organisation de ces Jeux. Vraiment grande est ma joie que Djougou accueille la 11e édition. Tout le reste était concentré au sud. Il a fallu la vision d'un homme, à savoir le DG OPSU, et qui a été entériné par le ministre des Sports. Merci à eux d'avoir pensé décentraliser les Jeux pour qu'au moins le Nord vive un peu la ferveur de ce qui se passe dans le ministère. Structure organisatrice de ces Jeux sur la phase nationale, l'Office béninois des sports scolaires et universitaires, à travers le ministère des Sports, s'attelle à la promotion de toutes les disciplines que compte le sport national. La particularité de cette édition, c'est que dans les 5 disciplines que nous avons, on a un homme et un dame, ce qui n'a jamais été le cas par le passé. C'est-à-dire que le genre a été de mise cette fois-ci, et également le volleyball qui n'a pas toujours été la discipline qui est associée à l'ensemble de nos différents jeux. Aujourd'hui, l'OPSU s'est aligné sur les 5 disciplines que le gouvernement est en train de promouvoir. Nous sommes prêts à introduire d'autres disciplines à condition que ces disciplines soient pratiquées dans les universités. Peu avant le tirage au sort, les athlètes ont évoqué, entre autres préoccupations, la participation des universités du Bénin aux compétitions africaines et mondiales. En réponse, selon le directeur de la promotion des sports scolaires et universitaires, l'OPSU travaille à faire représenter les meilleures équipes du Bénin aux universiades de 2025. Et c'est la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à 16h. Votre bulletin d'information de 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.